Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décrypter les problématiques de sa boîte. Finalement, le marketing, en fait, notre cœur de métier historique, c'est quand même d'être capable de positionner les marques pour accélérer leur émergence sur des marchés. Le data marketing, en réalité, ça fait 20 ans qu'on en parle, mais ça fait que 5 ans, 6 ans que vraiment le point de bascule est passé et que de manière générale, toutes les agences qui n'ont pas sauté dans le wagon, là, vont vraiment commencer à être en galère. Aujourd'hui, je reçois Jean de Artefact 3000, une agence de création publicitaire qui est notamment une entité de l'agence Artefact, agence de services data, marketing et créa. En 2 mots, Artefact 3000, ça a été monté il y a 4 ans par Jean et ses 2 associés. Et ils bossent déjà avec une trentaine de clients. On peut citer notamment Perrier, Franprix ou même Nexity. Salut Jean. Salut. Ça va ? Très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mon plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Artefact 3000 ? Oui, alors Artefact 3000, donc c'est le nom du département création publicitaire du cabinet Artefact. On est présent essentiellement en France, mais ça nous arrive de travailler soit sur des sujets internationaux, soit en collaboration avec nos collègues internationaux. On est arrivé chez Artefact il y a maintenant 4 ans et demi avec 2 anciens copains de chez BETC en se faisant recruter en trio pour pouvoir monter l'entité créative sous l'impulsion de l'intuition d'un des fondateurs d'Artefact qui croyait assez fortement à la création, qui avait déjà installé un planning stratégique parce qu'il voyait bien que la lecture et l'analyse data marketing avaient besoin de connaissances consommateurs. Donc on est arrivé non pas totalement dans un environnement vierge, mais dans un environnement qui croyait à la création et qui avait déjà mis en place du planning stratégique. Donc ensuite, on a finalement structuré l'entité comme une vraie petite agence intégrée, puis aujourd'hui une agence qui vit autant de sujets avec Artefact que de sujets indépendants. Et on est une trentaine de personnes, on se développe à un rythme assez dynamique sans pour autant être totalement délirant. On prend du plaisir à notre travail et c'est le plus important. Ok, donc en fait, ils sont venus vous proposer cette opportunité. Est-ce que de votre côté, c'était un gros risque de se lancer dans cette aventure ? Enfin, de l'extérieur, on pourrait croire que c'est un secteur un peu bouché et que c'est pas facile de lancer une nouvelle agence de création publicitaire. Alors, c'était un risque, mais qui était plutôt mesuré parce que d'abord, on n'arrivait pas au fond d'un garage avec 3 ordinateurs. Il y avait quand même déjà une trentaine de personnes chez Artefact. Ça montrait beaucoup de signaux d'une croissance assez dynamique, donc on n'avait pas l'impression entre guillemets, de s'associer avec des gens qui savaient pas où ils allaient. On a été plutôt inspirés, plutôt impressionnés par leur dynamique, leur détermination et leur vision du marché. Et finalement, c'était un petit peu risqué parce que rétrospectivement, on a fait les choses assez tôt par rapport à un mouvement de marché qui n'est finalement en train de se faire que maintenant ou ces 18 derniers mois. On n'a jamais trop douté de la manière, entre guillemets, de la pertinence de la vision, même si on savait qu'on croiserait au quotidien d'un point de vue opérationnel des obstacles. On n'a jamais douté de la vision. Pour une raison, en tout cas moi à titre personnel, qui me semblait évidente, c'est qu'on avait tous le même âge, à savoir moins de 35 ans. Et que ce soit Vincent, Philippe ou Guillaume, ou nous de notre côté, on avait à peu près le même âge. Et de manière générale, je me dis que j'ai souvent ressenti que le gros défi pour l'intégration de la data dans la communication était un défi assez générationnel, même si ça veut évidemment pas du tout dire que il y a que les gens de moins de 40 que ça intéresse et vice versa. Mais j'avais vraiment senti que il y avait une excitation, un souhait de démontrer que ça fonctionnait plutôt plus fort chez les gens qui avaient autour d'une trentaine d'années. Donc on y allait avec entre guillemets la fougue et l'énergie de la jeunesse. Donc entre guillemets le seul risque c'était de ne pas réussir à trouver notre marché. Mais on ne doutait pas trop de ça parce que
finalement, on avait tous entre 10 et 15 ans d'agence de communication dans les pattes. On savait à peu près, même si les choses sont toujours plus difficiles qu'elles en ont l'air, hein, mais on savait à peu près au pire comment gagner notre vie. Donc ouais, là, le plus difficile, c'était de trouver des clients, mais on n'en doutait pas tant que ça. Alors ça peut paraître un peu arrogant, mais en réalité, ça fait un certain nombre de temps qu'on travaille dans le marketing digital. C'est un gâteau qui grossit en taille. Alors certains ont l'impression que tout va mal parce que la réalité, c'est que ce gâteau qui grossit suscite de plus en plus de convoitises, donc il y a de plus en plus d'acteurs de nature différente, donc ça crée une compétition, un niveau de compétition qu'on n'avait jamais connu. Mais voyant ce gâteau grossir, on se disait qu'au pire du pire, on grossirait en même temps que le gâteau et on finirait par trouver, entre guillemets, notre précaré. Du coup, il y a juste deux éléments que je voudrais clarifier qui m'interpellaient. Quand tu parles de ce mouvement de marché, du coup, c'est effectivement le fait de s'être lancé sur ce positionnement de l'intégration de la data dans le processus créatif. Okay. Dans le processus de communication. D'accord. Donc ça, on sent vraiment que c'est un mouvement qui est en train d'arriver maintenant et que vous étiez peut-être un petit peu en avance sur ce marché. Comment ça se traduit concrètement Disons que effectivement, donc je crois que le vrai grand point de bascule, le vrai moment à partir duquel Internet est rentré dans la vie de tous les gens de manière globale, c'est quand même le développement des réseaux sociaux. Avant ça, l'Internet, c'était un environnement qui était certes populaire mais moins quotidien et qui donc avait fait apparaître des acteurs qui étaient des agences de communication digitale qui étaient spécialisées dans la construction de sites internet ou un peu de bannières publicitaires, mais en tout cas ça restait entre guillemets un silo. À l'époque on appelait ça c'était un média en plus, quoi. C'était le 6e média. Le développement des réseaux sociaux a augmenté de manière exponentielle le temps qu'on passe sur Internet, donc a augmenté de manière exponentielle les traces qu'on laisse sur Internet. Et c'est à partir de à peu près 2010 où on s'est dit toutes ces traces digitales, tout ce temps que les gens passent sur Internet et ne passent plus devant les vieux médias, même s'ils en passent encore beaucoup, il va bien falloir monter en compétence pour savoir finalement comment parler aux gens qui passent plus de temps devant TikTok ou Snapchat que devant TF1. Et que finalement ce mouvement à partir duquel vraiment on a une migration notamment de la nouvelle génération des millennials sur des écrans digitaux, il n'y a qu'à partir de ce moment-là où l'industrie s'est dit bon, il va falloir s'y mettre, il va falloir comprendre, il va falloir en tout cas jouer de l'opportunité de ce qu'offrent ces outils pour mieux faire notre métier, de faire entrer en contact des marques et des consommateurs. Ce mouvement de marché, les mouvements de marché, ils sont à la fois, généralement les marchés, ils sont capables de détecter des signaux faibles très tôt, mais le time to market, le moment à partir duquel lancer un produit va trouver son public, ça peut parfois être beaucoup plus tard. Et je crois qu'en fait, le data marketing, en réalité, ça fait 20 ans qu'on en parle, mais ça fait que 5 ans, 6 ans que vraiment le point de bascule est passé, et que de manière générale, toutes les agences qui n'ont pas sauté dans le wagon, là, vont vraiment commencer à être en galère. Ok, très intéressant. Et avant qu'on poursuive, peut-être, je me dis qu'on est rentré dans le vif du sujet très rapidement. Ce serait peut-être intéressant que tu nous dises un peu finalement qui tu es en 2 mots et quel est ton background et notamment qu'est-ce que tu fais toi au sein d'Artefact 3000. Alors, moi, je m'appelle Jean, je suis un des 3 cofondateurs de Artefact 3000. Moi, je suis le planeur stratégique du trio. Généralement, une agence de communication créative, elle se construit autour de 2 métiers, le commerce, la création. Et donc, le planning stratégique, c'est un des métiers périphériques de ces 2 métiers clés. Et donc, moi, mon utilité, c'est d'apporter de la vision consommateur et, entre guillemets, de la réalité consommateur sur la manière dont on pense nos messages et dont on imagine nos dispositifs de communication pour justement entrer en contact avec les gens. Donc je suis un des 3 du trio, Romain est le créatif, François est le commercial. Et donc moi mon background il est assez simple, j'ai fait des études de lettres modernes et je fais du planning stratégique depuis que j'ai commencé à bosser en 2008. Et j'ai opéré ce métier dans 5 agences différentes, un peu de conseil, un peu de médias, 2 de création et Artefact, qui est donc à l'intersection de tout ça. Ok.
Et du coup, tu t'en as déjà parlé un petit peu, effectivement, notamment avec ce mouvement de marché. En gros, c'est vraiment ce mouvement de marché qui traduit pourquoi c'était intéressant de réunir dans une même entité des compétences en data et en création et de venir monter la partie créative de Artefact. Absolument, oui. Je crois qu'à partir du moment où les gens passent de plus en plus de temps, on va dire, je dis encore sur Internet, mais on se rend bien compte que cette manière de présenter les choses ne fait pas sens parce qu'en fait, personne n'est sur Internet ni dans Internet. C'est-à-dire qu'en fait, Internet, c'est devenu la vie. On parle pas d'être sur Internet, on dit je suis sur Facebook ou je suis sur TikTok, mais Internet comme, entre guillemets, lieu de rassemblement de tous ces services, c'est presque entre guillemets, une image qui est en train de disparaître. Pourquoi c'était pertinent? C'est que finalement, le data marketing, ou en tout cas la manière de penser la communication à l'heure de la data, ne souhaite absolument pas tirer un trait sur tous les enseignements qui ont pu se sédimenter dans le temps sur l'utilité de la création pour accélérer l'émergence d'une marque sur un marché. Hein, le défi du data marketing n'est pas de dire on va faire table rase et réinventer le fil à couper le beurre. L'idée, c'est comment on adopte les recettes publicitaires qui ont fait leurs preuves depuis les 50, 60, 70 dernières années, depuis l'après-guerre globalement, dans de nouveaux environnements où les formats sont différents, les temporalités sont différentes, les modes de consommation sont différents, mais fondamentalement, il y avait à la fois besoin d'être capable de comprendre finalement comment les gens consomment l'information, hein, puisque on peut se raconter ce qu'on veut, mais nous, à la fin, notre métier, c'est quand même d'intégrer, en tout cas, de s'incruster dans des contextes de consommation de l'information avec des messages commerciaux qui sont en fait les modes de rémunération et de financement de la dite information qui est de plus en plus gratuite sur Internet. Et l'idée, c'était rejoindre des gens qui font du data marketing, c'était à la fois s'allier avec les gens qui savent globalement comment les gens consomment l'information aujourd'hui, et nous, on incarnait, entre guillemets, le vieux métier qui doit s'adapter à la nouvelle manière de consommer l'information. Donc c'était finalement assez logique de se dire, effectivement, on prend le savoir-faire publicitaire, on prend le savoir-faire data marketing, on le mélange dans un saladier pour essayer de s'adapter à la manière dont les gens consomment l'information, tout en gardant, entre guillemets, l'expérience accumulée de la communication publicitaire, à savoir tout de même attraper l'attention rapidement des gens, construire des territoires de marque qui permettent de faire gagner du temps aux gens, que ce soit sur reconnaître un message dans une publicité ou quand ils vont faire leurs courses dans un supermarché. En fait, tous les grands principes du marketing consistant à faire en sorte que les marques deviennent des réflexes de familiarité pour faire gagner du temps aux gens au quotidien n'ont absolument pas disparu. Et du coup, ça me fait penser effectivement à pendant un moment, il y a encore peut-être 2-3 ans, la promesse d'Artefact, en tout cas une phrase qui revenait souvent, c'était chez nous on fait travailler des créatifs avec des data scientists. En gros, ça se traduit comment en pratique déjà, et est-ce que c'est un peu la seule promesse en fait qui traduit ce dont tu viens de nous parler, le fait d'avoir réuni des profils, ou est-ce que ça va un peu plus loin? Non, c'est pas la seule promesse, mais c'était la promesse la plus sexy. Voilà. Parce que le data scientist, c'est un métier en fait qui n'existait pas il y a 5 ans, donc entre guillemets, il y avait une médiagénie du nom qui en fait est cool, qu'on n'avait jamais entendu et qui signifiait fortement la nouvelle génération. Et puis, comme créatif, en fait, ça crée une espèce de contraste intéressant de dire créatif et data scientist parce que c'était le mariage du cerveau gauche, du cerveau droit. Donc, ça faisait un beau discours marketing. Mais au quotidien, on ne fait pas que de la collaboration avec des data scientists. Hein. Parfois, que ce soit sur des sujets d'activation, des sujets de CRM ou même des sujets d'expérience utilisateur, on a des collaborations qui sont moins glamour. Je vais quand même vous parler de la collaboration avec les data scientists parce que au-delà de sa dimension un petit peu marketing, c'est quand même rétrospectivement, je crois, ce qui nous a le plus excité et ce qui a le plus justifié, même si ça ne concerne pas l'immense majorité des projets sur lesquels on travaille, c'est ce qui nous a quand même le plus confirmé dans l'intérêt d'avoir créé ce mariage parce que on a eu presque que des bonnes surprises à travailler avec des data scientists. Donc les data scientists, leur métier, c'est globalement de nettoyer
consolider et analyser des bases de données. Donc, ils ont une espèce de pouvoir, de capacité à faire parler les datas, faire parler les chiffres, faire parler l'information qui est, pour le coup, jamais vue. Alors que même moi, ça fait 15 ans que je fais du planning, mais j'avais jamais vu une telle capacité, entre guillemets, un tel sentiment de liberté par rapport à la capacité à aller chercher de l'information. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, tout est toujours tombé du ciel parce qu'aujourd'hui, on vit une époque où il suffit de faire un peu de social listening ou un petit peu de data mining dans un CRM pour être capable de faire apparaître des insights. Il y a encore 10 ans, trouver des insights, c'était mettre en place des focus groups de manière ad hoc. Il y en avait pour 10 000 balles, 3 semaines de travail. Enfin, on savait le faire, mais c'était pas du tout facile ou pas du tout accessible en 3 clics. Travailler avec les data scientists, au-delà de leur capacité à savoir avoir accès à des quantités d'informations incroyables, on s'est rendu compte à quel point en fait c'était passionnant parce que la manière dont ils construisent leurs hypothèses pour pouvoir aller chercher l'information, parce que naturellement on ne trouve pas une aiguille dans une botte de foin sans avoir un peu une idée de dans quel coin de la botte de foin elle peut être cachée. En fait on s'est rendu compte que finalement les discussions qu'on pouvait avoir avec eux sur effectivement toi tu ferais comment si tu avais envie de démontrer ça, ou est-ce qu'on serait capable de prouver ça si on croisait ces différents segments, etc. Ils étaient aussi créatifs que les créatifs, et je crois que ça a été la confirmation heureuse d'un sentiment qu'on avait qui était pas du tout de se dire on va apporter de la créativité à des gens qui sont pas créatifs. On sait très bien que a fortiori en France où on a quand même une grosse culture de l'ingénieur, on savait qu'on allait tomber des gens créatifs sur des gens créatifs. On savait juste pas comment marier la créativité scientifique avec la créativité publicitaire, et on a eu avec les data scientists des collaborations incroyables, que ce soit sur, je vous dis n'importe quoi, je vais vous donner des exemples parce que ça va vous aider à comprendre. Un des premiers cas d'usage qu'on a mis en place, c'est une campagne pour Greenpeace où on était capable de modéliser la montée de la mer sur les littoraux français afin d'être capable de consécutivement à cette modélisation de la montée de la mer, modéliser l'appréciation du coût de l'immobilier des maisons qui allaient devenir en bord de mer si personne ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, pour réalerter les gens sur l'importance, enfin en tout cas le danger du dérèglement climatique. C'était lors de la COP23. On a fait ça en 1 mois avec les équipes de Philippe Relais. Enfin, c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, les data scientists ici, ils ont travaillé comme une boîte de prod avec lesquelles on est habitué à travailler pour faire de la 3D, pour faire des films télé, pour faire des sites internet. C'était aussi excitant que ça. De la même manière, quand on les brief pour leur demander à votre avis, est-ce qu'il serait possible pour un pitch pour une grande marque de champagne de détecter les nouvelles occasions de célébration des jeunes qui montrent et qui expriment et qui racontent dans les réseaux sociaux. Les mecs ont une capacité à dire oui, donc voici les 3 manières possibles de le faire, manière 1, manière 2, manière 3, qu'est-ce qui te semble le plus pertinent par rapport à ton sujet, manière 1, j'en ai pour 3 jours, manière 2, 4 jours, manière 2, 6 jours, qu'est-ce que tu bref. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, discuter avec un data scientist, moi, je suis planeur stratégique, donc, entre guillemets, le rôle que je suis censé avoir dans une agence, c'est quand même être celui qui va apporter l'information, apporter les éclairages, être capable de, entre guillemets, d'apporter l'information qui va faire qu'à la fin, on va être capable de faire dire à une marque quelque chose qu'on n'est pas habitué à entendre. Parce qu'il faut pas oublier qu'au-delà de la pertinence, au-delà de l'intelligence qu'il faut faire raconter aux marques, en fait, un bon message de communication, c'est un message de communication que les gens n'ont jamais entendu. Parce qu'en fait, un message qu'on a déjà attendu, on n'y prête pas attention. Donc, il faut toujours trouver une manière un peu nouvelle de dire des choses qui sont parfois totalement nouvelles ou pas totalement nouvelles. Et alors, quand un planeur stratégique part avec un data scientist, on a l'impression d'être une fourmi face à un éléphant, parce qu'en fait, on est face à une personne qui n'a aucune limite intellectuelle sur la capacité à aller chercher des informations, démontrer des trucs ou chercher des insights jamais vus. Donc en fait, c'est complètement libératoire comme sensation. Et c'est pour ça que de ce point de vue-là, même si in fine, on fait probablement pas plus de 30% de notre marge brute en collaboration avec des sujets artefacts, que ce soit du consulting ou que ce soit de l'activation, en fait, l'émulation intellectuelle que ça crée, je crois que c'est probablement... c'est un des fantasmes qui a été réalisé en faisant marier des créatifs et des scientifiques. C'est-à-dire qu'on se sent désormais
complètement libre et sans limite en matière de capacité à trouver des choses à raconter en communication. Et ça, d'un point de vue communication, où effectivement notre fond de commerce, c'est trouver l'inspiration, être capable d'entendre des choses ou voir des choses qui vont permettre de produire des messages, qui vont réintéresser les gens à des sujets. Parce qu'au bout d'un moment, au bout de 600 pubs pour une lessive, il faut chercher longtemps pour trouver une manière d'intéresser les gens à de la lessive ou d'intéresser les gens à une voiture ou d'intéresser les gens à un prêt bancaire. Donc, la capacité à trouver l'information qui va nous permettre de raconter les choses différemment, aujourd'hui grâce aux data scientists et grâce de manière générale aux compétences qu'on a chez Artefact, là où on se sentait en galère il y a 10 ans dans nos agences, aujourd'hui c'est la ruée vers l'or, donc c'est fabuleux. Ok. Et du coup là effectivement on a couvert un peu le sens où le data scientist va apporter entre guillemets ses compétences et s'intégrer dans le process de création. Il me semble qu'il y avait aussi des missions où c'était plutôt dans l'autre sens et que c'était finalement les planeurs qui allaient venir intervenir sur des missions plus classiques, un peu conseil data. Tu peux nous parler un peu de ça? Absolument. Alors nous ce qu'on apporte c'est généralement ce fameux savoir-faire métier qui peut manquer ou en tout cas qui peut être jugé important quand des missions de conseil sont achetées par des départements marketing. C'est pas systématique, hein, il y a beaucoup de missions, même parfois de marketing, où en fait, entre guillemets, la connaissance consommateur n'a pas une immense importance parce qu'en fait, on se parle pas forcément de choix qui vont à la fin se retrouver dans des allées de supermarché ou sur des sites internet. Hein. Parfois, on se parle d'optimiser des chaînes logistiques ou d'optimiser des assortiments ou mieux évaluer la demande. Donc, c'est pas forcément des choses qui ont beaucoup de valeur consommateur. Quand on travaille avec le conseil sur des sujets qui, à la fin, vont donner lieu à une segmentation marketing différente, que ce soit des consommateurs, que ce soit de l'offre, que ce soit des services ou sur un site internet ou quoi, il y a besoin effectivement, entre guillemets, de filtrer ou de décoder ou d'apporter une analyse additionnelle à celles qui sortent des travaux du conseil sur quelle pertinence ça a d'un point de vue consommateur. Est-ce que ces résultats, entre guillemets, sont intelligibles par le marché aujourd'hui? Est-ce que ça fait sens par rapport à cette marque dans son panorama concurrentiel? Est-ce que c'est vraiment bien à elle de s'intéresser à tel ou tel type de sujet qu'on a identifié dans les analyses? Parce que finalement, le marketing, en fait, notre cœur de métier historique, c'est quand même d'être capable de positionner les marques pour accélérer leur émergence sur des marchés. Positionner une marque, c'est généralement accepter de ne pas tout dire. C'est accepter d'être identifié pour une raison, même si votre voiture elle a un moteur, 4 roues, un très grand coffre, mais que vous êtes la marque qui a inventé la ceinture de sécurité, comme Volvo, ben ça fait 60 ans que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, les gens ils diront Volvo c'est la sécurité, c'est comme ça. Donc à partir du moment où vous existez dans le panorama, dans le répertoire mental des gens sur des catégories de produits, entre guillemets, vous avez gagné parce que vous avez une place et c'est déjà incroyable d'avoir ce rond de serviette dans la tête, dans la vie des gens. Donc, ce travail consistant effectivement à créer, enfin, entre guillemets, ce savoir consistant à dire aux consultants, en fait, attention, tu ne peux pas, pour telle ou telle marque, choisir de dire tel ou tel type de message parce qu'en fait, c'est par exemple, c'est le message historique du concurrent, de l'ennemi juré. C'est nous qui apportons ça. Être capable de dire attention, c'est compliqué pour tel ou tel acteur de développer telle ou telle gamme de rouge à lèvres ou telle ou telle gamme de soins parce que c'est pas leur consommateur historique qui consomme ces produits, c'est plutôt des consommateurs de nouvelle génération et ces consommateurs de nouvelle génération sont plutôt intéressés par cette autre marque et c'était pas la demande du client justement de mapper l'intégralité des nouvelles opportunités business, mais plutôt d'aller chercher des opportunités business périphériques au cœur de business historique. En fait, toute cette lecture marketing, est-ce que cette marque qui nous achète du conseil doit faire ça? Si oui, dans quelles conditions? Et est-ce que c'est pertinent ou créateur de valeur? C'est en dialoguant avec les consultants et les data scientists qu'on est capable justement à la fin de livrer des feuilles de route où on va prioriser, hiérarchiser les choses et cette capacité entre guillemets à aider les marques à faire des choix par le prisme de la réalité consommateur, c'est vraiment notre cœur de métier de planning stratégique. Donc ça c'est un cas typique de planning. Ça peut être aussi par exemple de la création. On parle plus beaucoup de ce cas parce qu'il semble un peu daté parce que les choses vont très vite à l'heure de l'internet. Quand on a fait un voice bot pour Monoprix il y a 4 ans dont le brief était comment
en fait remplacer le post-it de la liste de courses sur un frigidaire par l'application Monoprix. On a autant travaillé avec les data scientists pour effectivement faire en sorte que l'outil soit pertinent, capable de suggérer des choses intelligentes et, entre guillemets, soit utilisable, parce qu'il y avait un énorme défi technologique. Et on s'est aussi très vite, et on a réussi à convaincre assez rapidement les consultants qu'il fallait que ce voicebot ait la personnalité de la marque Monoprix. Parce qu'à l'époque, Monoprix, donc, ils avaient un territoire de communication qui était très sur les petites blagues pour faire en sorte que le quotidien soit plus rigolo. Donc ça nous a semblé évident et on a réussi à embarquer les consultants, ce qui a in fine permis de faire un projet qui a bien fonctionné, qui a été très apprécié de l'interne. On a réussi à embarquer les consultants dans l'importance d'avoir une solution qui était évidemment irréprochable d'un point de vue technique, mais qui était aussi propriétaire du point de vue de la voix de la marque. Et quand on parlait à ce voicebot, il était impossible qu'on se dise ça pourrait être Carrefour qui me faisait ce genre de blague. C'était impossible de dire ça pourrait être Casino, ça pourrait être Cora, ça pourrait être Auchan qui me fait ces blagues. Là, c'est forcément Monoprix qui me parle. Et si notre métier n'est pas, in fine, entre guillemets, d'aider les marques à créer des liens plus forts avec leurs consommateurs, alors vraiment, on ne sert à rien. Très clair. Je me souviens effectivement de ce projet lorsqu'il était sorti. Et c'est quoi la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée avec Artefact 3000 ? La plus grosse difficulté, je crois, c'est probablement tout ce que j'ai pas dit jusqu'à présent, c'est-à-dire au-delà des emojis yeux amour qu'on a mis en place avec le temps, avec les équipes conseil, le data science, l'activation. Je crois que c'est le mode de commercialisation, c'est le business model, on l'avait, c'est le mode de commercialisation qui a été difficile à adopter parce que finalement, on ne savait pas en arrivant chez Artefact si on allait complètement calquer le modèle de la communication créative sur celui du conseil. On ne savait pas non plus si le conseil allait calquer son modèle sur celui de la création publicitaire, ou on ne savait pas si on allait définir une troisième voie en réinventant quelque chose de nouveau, d'hybride, etc. Parce que peut-être pour rappeler, peut-être pour nos auditeurs, en fait, quand tu parles des deux modèles, tu parles d'un côté le conseil qui marche sur un mode jour-homme. Mais surtout qui marche sur un système de practice. Okay. Et surtout de practice parce qu'en fait, la valeur ajoutée d'un cabinet de conseil, c'est d'être capable de défricher les choses et d'opérer des sujets innovants, alors que une agence créative, on lui demande jamais si elle sait faire, on lui demande comment elle le ferait. Et en fait, ça change tout parce que finalement, le modèle d'une agence, c'est pas qu'on vienne vous voir pour dire à combien tu me fais le setup de GMP. C'est comment vous feriez le setup de GMP et même est-ce qu'il faut le faire. Donc, la nature des livrables entre une agence de communication et un cabinet de conseil n'a rien à voir. Un cabinet de conseil livre une feuille de route pour effectivement installer le produit qu'on lui a commandé, alors que l'agence va faire une démonstration qui part de plus en amont pour être capable d'expliquer pourquoi il faut le faire et s'il faut le faire, de quelle manière il faut le faire. Donc, enfin, entre guillemets, le cabinet de conseil peut, au fil de l'eau, être capable de mettre en place, d'identifier des bonnes pratiques et de faire des réponses très pertinentes, très rapides et très précises sur les problématiques qu'on va lui demander, alors qu'une agence de communication, entre guillemets, même s'il y a des fois quand même un peu des sujets récurrents, elle repart de zéro à chaque problématique. En fait, c'est plus que t'es sur un 80-20 côté conseil et sur un 20-80 côté agence. Parce qu'effectivement, côté conseil, on a quand même, notamment chez Artefact, peut-être 10 à 20% de missions qui sont des missions très stratégiques, qui interviennent très en amont, où là, on va être dans la définition, mais c'est vrai que c'est pas la majorité. Et donc, finalement, une fois qu'on a compris ça, donc ça a quand même mis quelques mois, et une fois qu'on a compris ça, on s'est dit, est-ce qu'il est possible de faire converger les modèles et rétrospectivement, parce que en fait, le modèle du temps homme, c'est le modèle qui existe dans la plupart des sociétés du tertiaire maintenant, c'est-à-dire qu'on était aussi vendu en temps homme en agence de communication, c'est notre métier. La différence, c'est que le temps homme, en fait, la vraie grosse différence n'est pas une différence sur la manière de facturer les gens, la vraie grosse différence, c'est la manière de gagner les sujets. Parce qu'en communication, globalement, vous devez arriver avec une réponse et on achète ou on n'achète pas. Mais entre guillemets, c'est comme si vous commissionniez un architecte et qu'il doit déjà arriver avec le travail déjà fait
qu'on peut potentiellement lui renvoyer en cuisine, alors qu'en conseil, vous n'allez jamais faire la mission pour être capable de la vendre. Vous allez montrer que vous savez le faire à travers des retours d'expérience, à travers des profils spécifiques, à travers une méthodologie, à travers un document qui raconte votre expertise, votre capacité à inspirer la confiance, mais vous n'allez pas faire le travail avant de le vendre, alors qu'en communication, c'est le cas. Ce qui fait que, in fine, en conseil, vous passez moins de temps à vendre un sujet, plus de temps à le faire. Donc, parce qu'en fait, votre modèle, c'est de vendre du temps pour livrer des projets terminés. La contrepartie de ça, c'est que le temps que vous économisez à la vente, généralement, vous le perdez sur le long terme parce que vous êtes en mode projet, là où la communication est encore beaucoup en mode contrat. C'est-à-dire qu'on en sue de ouf pour rentrer les clients, mais c'est rarement pour des contrats qui ne sont pas annuels, voire biannuels, voire triannuels. Donc voilà, déjà, en communication, on a déjà fait le travail, mais on a des contrats qui durent plus longtemps, donc voilà, ça permet de compenser le risque qu'on prend au moment de développer les sujets. Voilà. Donc, c'est quand même des manières assez différentes de travailler, et finalement, ce dont on s'est rendu compte à l'usage après 4 ans et demi, c'est que il n'y avait pas de troisième voie. C'est qu'il quand il y a un sujet de communication qui est acheté par un directeur de la communication, on lui fait une propale qui est achetable à la manière de la communication, et c'est pareil pour le conseil. Là où il y a justement entre guillemets, des idées à avoir, c'est quand le conseil a besoin d'intégrer des compétences créatives, ou quand la création a besoin d'intégrer des compétences conseil. Mais généralement, on va dans ce cas-là, si c'est le conseil qui pilote, il va intégrer des compétences créatives à sa manière, à sa sauce. Et entre guillemets, là où les 2-3 premières fois, il y a pu y avoir des incompréhensions, des disputes, ou effectivement un petit peu de friction, en fait, on a fini par... c'est pas suffisamment récurrent, pas suffisamment fréquent pour que ça soit devenu un sujet, donc on accepte d'être vendu par des consultants comme des consultants. En revanche, quand le sujet vient de nous, les consultants acceptent d'être vendus comme des créatifs, et l'un dans l'autre, ça fonctionne comme ça. Très clair. Comment vous mesurez le succès d'Artefact 3000 après 4 ans? Enfin, comment on mesure le succès d'une aventure comme ça? Alors, il y a beaucoup d'indicateurs différents. Je vais vous donner celui qui est le plus important pour une agence de communication, pour une raison qui est très simple. Comme tu as vu, je t'ai expliqué, en fait, une agence de communication, son métier, c'est de convaincre des annonceurs avec un travail qui a déjà été fait pour devenir leur agence. Donc, en fait, la capacité à convaincre un nouvel annonceur pour qu'il devienne un client, c'est par des idées créatives. C'est en étant intelligent, créatif, en sachant faire envie. Donc, c'est un métier où la valeur du reuse, ou la valeur du savoir-faire historique existante, quand ça fait 15 ans que vous faites du luxe, ça aide quand même globalement à parler à des nouveaux acteurs du luxe, mais c'est pas ce qui va vous donner l'idée qui va vous permettre de faire tilt dans la tête de votre prospect. Donc, on dépend à 99% des talents. Donc, l'indicateur qu'on chouchoute, c'est l'indicateur qui est capable d'attirer les talents chez nous. C'est qui les talents chez nous? Je vous ai dit, il y a 2 métiers stars dans la communication, c'est la création et le commerce. Ensuite, il y a d'autres métiers périphériques, le planning stratégique, la production, le juridique, l'achat d'art, mais de manière générale, c'est la qualité d'une idée qui fait la qualité d'une agence de communication. On peut se dire tout ce qu'on veut sur le reste, on juge une agence de communication par la qualité de sa création. Donc, comment on fait pour, entre guillemets, s'assurer qu'on va être attractif auprès des créatifs qui ne sont pas chez nous, pas encore chez nous, qui ne seront peut-être jamais, mais le seul indicateur, nous, qu'on pilote, c'est est-ce qu'on fait envie au marché, est-ce qu'on fait envie aux créatifs, est-ce qu'on est capable d'attirer les meilleurs créatifs pour continuer à avoir les talents qui vont nous permettre d'aller gagner la Coupe de France, puis gagner l'UEFA, puis gagner la Champions League. C'est qu'un sujet de capacité, et comme, entre guillemets, contrairement à des clubs de foot, on n'a pas des investisseurs étrangers pour nous permettre d'acheter les meilleurs en ouvrant notre carnet de chèques, il faut qu'on fasse envie. Et pour faire envie, il y a plusieurs manières, évidemment, mais de manière générale quand même. Je sais que c'est une variable qui est assez décriée sur le marché parce que
On considère que c'est un arbre qui cache la forêt du mésintérêt des agences de communication pour le business. Mais qu'à cela ne tienne, moi je suis pas d'accord avec cette analyse, c'est les prix créatifs. En fait, la création, ça peut sembler impalpable, mais la vérité, c'est que c'est un talent, c'est un métier, c'est un savoir-faire qui est évalué assez fréquemment par plein de types de jurys, par plein de types de compétitions, par plein de types d'interprofessions, ce qui fait qu'en fait, le gros du marketing d'Artefact 3000, c'est d'essayer d'obtenir des prix créatifs, parce que les prix créatifs étant attribués par des jurys créatifs, obtenir un prix créatif, c'est obtenir l'assentiment de nos pairs que notre travail est de bonne qualité. Et obtenir l'assentiment de nos pairs pour dire que notre travail est de qualité, c'est la garantie de continuer à attirer les talents créatifs dont on a besoin pour grossir, dont on a besoin pour se développer. Sans création, on ne serait pas une agence de communication. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc notre enjeu, c'est de faire envie, de donner envie aux créatifs de venir bosser chez nous. La meilleure manière de le faire, c'est en étant tamponné par l'interprofession qui nous dit « Ok, eux, ils font bien leur travail, vous pouvez y aller, c'est pas des tocards. » Avoir des prix créatifs, alors il y a des gens qui vont vous expliquer que c'est la preuve que les agences s'intéressent pas au business, tatati. La réalité, c'est que ça a la même valeur qu'un tampon Max Havelaar quand vous êtes un consommateur qui veut faire attention à ce qu'il achète. Point. Donc c'est fondamental. Donc le vrai KPI, c'est ça. Et ensuite, périphériquement, je peux vous en citer plein d'autres. Le KPI que j'aime beaucoup, dont on est très fier, c'est qu'on n'a encore aucun client perdu en 4 ans et demi, ce qui est quand même super parce qu'on est quand même habituellement plutôt sur un marché de turnover, même si je vous parlais un peu plus tôt des contrats qui sont quand même assez plus longs que les modes projet. On grossit, on a une marge brute qui est hyper honorable, on a 30 personnes au sein de l'équipe, ce qui fait qu'on est plus une petite agence, mais on va dire qu'on est une petite moyenne. Et puis ensuite, de manière générale, je crois que d'un point de vue un peu plus égoïste, moi je suis encore content de venir bosser tous les matins, et au bout de 4 ans et demi, c'est quand même super. Non pas que j'ai été malheureux dans mes vies précédentes, mais c'est vrai que il m'arrive de me dire, dis donc, s'il fallait redevenir salarié et ne plus être libre de nos choix, de la manière de présenter un pitch, de la manière de sélectionner des attelages créatifs pour monter sur tel ou tel type de sujet, bah quand j'y réfléchis un peu, je me dis là, je pense que je tomberai un peu de haut. Donc on a réussi à se construire un petit peu notre petite île sur laquelle on est des roitelets. J'espère que la petite île va devenir une plus grosse île, et puis qu'on pourra continuer entre guillemets à exercer notre métier avec la liberté que nous permet d'avoir justement tous ces métiers périphériques qu'il y a chez Artefact, de la data, de la techno, etc. Parce que je crois vraiment que Vincent, Guillaume, Philippe, ils ont réussi à monter quelque chose qui tient, parce que au-delà de la bonne lecture du marché, il y a quand même un super rassemblement de talents qui sont jeunes, qui sont déterminés, qui ont une ambition, qui font qu'en fait on fait des trucs au quotidien. Alors parfois, je veux pas dire qu'il n'y a pas d'émissions un peu casse-pieds, c'est la règle, c'est comme ça. De manière générale, je pense qu'on s'amuse tous beaucoup, et c'est ce qui fait que à la fin, il y a un esprit d'équipe, une cohésion qui fait que on n'est peut-être pas le plus gros club, mais parfois on réussit à en faire tomber certains dans des compétitions, et ça, c'est quand même une fierté admirable. Voilà. C'est clair. Écoute, merci pour le partage, c'est passionnant. On arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs ? Alors oui, j'ai pensé à un truc tout à l'heure, sauf que j'ai oublié, ce qui est quand même assis. Je vais continuer à parler de création publicitaire parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Si vous voulez, de manière générale, il y a un grand défi et qui n'est pas encore réglé par la data pour une raison qui est très simple, c'est que en fait c'était un modèle économique payant jusqu'à il y a pas longtemps, ce qui est toujours le cas, c'est d'accéder aux archives publicitaires. En fait, il y en a plein sur YouTube, il y en a plein sur le site de Culture Pub, il y en a plein sur Dailymotion, mais jamais exactement celle que vous cherchez quand vous avez envie de la chercher. Donc c'est parfois, avec un peu de chance, vous allez être capable de la voir, mais en fait c'est assez difficile.
J'ai découvert il n'y a pas longtemps, presque par accident, que le site des Cannes Lions, qui est donc la compétition de création publicitaire la plus prestigieuse du monde, mettait en accès libre l'historique des films Grand Prix et des films or depuis les années 50 jusqu'à la fin des années 90. Donc il y a bien facile entre 500 et 1000 films de pub à voir. Ils sont tous d'une qualité complètement hallucinante. Je les ai, alors je confesse que je les ai pas tous regardés d'un coup, mais je les ai tous regardés en l'espace de 2-3 mois, en début d'année. Et j'ai halluciné parce qu'en réalité, j'ai beau m'intéresser pas mal à ce sujet-là historiquement, etc. En fait, il y avait 95% de ces films, je les avais jamais vus. Donc vraiment, que vous soyez un amateur de communication, un professionnel, un créatif, un planeur, n'importe quoi, allez sur, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Archive Cannes Lions Classics. Et vraiment, sortez le popcorn, ça peut faire 3 soirées à la maison. Excellent. Franchement, c'est hyper cool. Trop cool. Et enfin, est-ce que tu peux me parler d'une équipe ou d'un projet lié de près ou de loin à la data et que je devrais interviewer? Oui. Je crois que je vais citer des clients, je sais pas trop si j'ai le droit de le faire, donc tu verras comment tu peux éditer ça. Moi, je discute quand même pas mal donc sur le marché en CQFD. Je suis en train de faire de la retape dans ton émission. Il y a quand même, en fait, les sujets qui font un peu rêver le marché, c'est quand même souvent ces fameux sujets qui font cohabiter de la data science et de la création, et en tout cas du marketing un peu créatif. J'ai en tête donc un sujet, j'en parle, mais je précise bien ici que j'ai toujours respecté de manière drastique la confidentialité qui était associée à ce projet-là. On a fait pour un projet data-driven d'outils d'évaluation et de pilotage de la santé de marque dans la data en temps réel il y a 2 ans, qui était extraordinaire. Et à chaque fois que j'en parle, sans évidemment jamais dire que c'était pour le champion français du luxe, mais que c'était pour un grand acteur du luxe, les gens me regardent comme si j'étais un martien. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'était vraiment pointu sur l'importance de comprendre une marque. Et le deuxième sujet aussi, forcément, Trend Detector. Vous en parlez à n'importe qui, même une petite mamie chez Franprix, ça l'intéresse. C'est incroyable comme truc, en fait. La valeur symbolique, la valeur imaginative, la valeur impressionnante véhiculée par ce projet-là quand on en parle est inimaginable. En fait, c'est comme si vous expliquiez que vous alliez dans la Lune avec Elon Musk. Donc, je pense que oui, ça vaut vraiment le coup d'interviewer cette équipe parce que je pense qu'ils ont croisé 1000 défis, mais que surtout, c'est un projet qui gagne à être connu de la part de Artefact parce qu'aujourd'hui, c'est, je pense, le projet, c'est un des 5 projets, un des 5 moonshots Artefact qui a livré, qui est fonctionnel, qui est utilisé par les équipes et qui est complètement hallucinant parce que quand vous en parlez à quelqu'un qui est pas dans la data, il a l'impression que vous êtes dans le turfu, mais totalement. Il a l'impression que vous venez de 2050, quoi. Ça, c'est quand même kiffant comme sensation. C'est clair. Peut-être pour préciser, le Trend Detector, effectivement, c'est un projet pour un grand acteur du luxe également. Absolument. On verra si on le coupe ou pas. Mais qui permet de prédire les tendances et qui va notamment apporter beaucoup de valeur pour définir... surtout la R&D, c'est ça le truc incroyable. C'est un outil de détection de signaux faibles sur de nouvelles manières de consommer la beauté qui n'est pas une catégorie, qui est un continent et qui a été acheté par la R&D pour effectivement identifier les nouveaux segments, les nouvelles couleurs, les nouveaux formats, les nouveaux produits, les nouvelles manières de raconter des produits en scannant les millions et les millions et les millions et les millions de conversations quotidiennes qu'on voit sur la beauté sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment le Big Brother de la beauté. C'est exceptionnel. Merci Jean. Je t'en prie. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes. À bientôt.